Bonjour et bienvenue à tous pour cette vidéo aujourd'hui sur la découverte de la naturopathie holistique. J'ai eu le plaisir de réaliser une vidéo il y a quelque temps sur la réflexologie. J'espère que ça vous a plu. Aujourd'hui, c'est bien évidemment une passion que je vais partager avec vous. Je m'appelle Christina Desremeaux, je suis naturopathe, je suis installée à Lambersart depuis plus de 30 ans. Et vous allez découvrir au cours de ce petit temps ensemble que, avant d'être un métier, c'est avant tout bien sûr une passion pour moi. Lorsque je donne cours, ce qui arrive souvent et notamment au Collège de Naturo à Paris, je dis régulièrement aux élèves que si c'était à refaire, je referais exactement le choix que j'ai fait il y a plus de 30 ans de ce métier merveilleux qu'est la naturopathie et que j'ai le plaisir de vous faire découvrir aujourd'hui. D'abord quelques mots sur l'étymologie. Donc, naturo et pathos, en grec ancien, indiquait le fait que tout ce qui vient de l'extérieur au niveau de la nature nous apporte des informations qui va modeler en réalité soit notre terrain vers la santé ou vers la maladie. Ça, c'est l'étymologie la plus ancienne. Et puis, aux États-Unis, plus récemment, il y a eu effectivement naturopath, et c'était le chemin de la santé par les méthodes naturelles, et c'est voilà ce que ça regroupe en règle générale. Qu'est-ce que c'est exactement? Il y a pas mal de définitions, bien sûr, de la naturopathie. Il y en a des plus sophistiquées que d'autres. Je vais essayer de rester simple. C'est donc une médecine naturelle, instinctive, dans le sens où elle vise à apprendre aux patients à mieux se connaître et à pouvoir ressentir de l'intérieur lorsqu'ils sont dans un état de santé et ce qu'il faut faire pour le maintenir, ou à l'inverse, lorsqu'ils se sentent en déséquilibre et ce qui produit chez eux ce déséquilibre. Autre définition importante, c'est l'art. On dit souvent entre nous, notre art. C'est l'art et la science de créer effectivement des conditions pour un patient, pour une personne, de créer des conditions favorables autour de cette personne pour permettre qu'elle puisse s'auto-guérir, améliorer son état de santé ou maintenir évidemment son état de santé s'il est déjà très bon. La naturopathie regroupe donc beaucoup de méthodes, une vaste synthèse en réalité de méthodes de médecine naturelle que l'on va appliquer à l'étude, bien sûr. Il faut pouvoir se former à ça, il faut pouvoir les connaître. Et puis, bien sûr, les praticiens pratiquent ces méthodes de santé pour eux-mêmes, pour se maintenir en bonne santé. Et puis, bien sûr, nous sommes formés également à l'éducation, c'est-à-dire à la transmission aux patients de comment faire pour qu'eux-mêmes soient à même de pouvoir s'autogérer et se retrouver dans la meilleure santé possible. Elle s'applique également, bien sûr, cette naturopathie, avant tout à la prévention de la santé, mais aussi à sa restauration lorsqu'il y a un certain nombre de symptômes que nous verrons, bien sûr, puisqu'il y a également des exclusions, et toujours à cette fameuse éducation de la santé pour que le patient soit en partie autonome au fur et à mesure du temps, en tout cas. La naturopathie se base, la naturopathie holistique particulièrement, c'est ce dont je vais vous parler, se base sur 5 principes fondamentaux. Premier principe, l'holisme. Qu'est-ce que c'est que l'holisme? C'est l'idée que l'homme est effectivement un tout indivisible et qu'on ne peut pas comprendre ce qui perturbe sa santé, ce qui crée chez l'humain un déséquilibre, si on n'étudie qu'une seule partie de lui en la coupant du reste. Et qu'en réalité, le tout est plus que la somme des parties et qu'il faut prendre l'être humain dans sa globalité, à la fois sur le plan physique, mais aussi sur le niveau d'énergie dont il dispose, également sur l'influence de l'émotionnel, de la psychologie également, ce qui peut intervenir dans sa vie du quotidien, et également dans la naturopathie holistique sur l'influence spirituelle, culturelle et spirituelle aussi à laquelle est soumis cet humain. Deuxième grand principe fondamental, le vitalisme. On considère en naturopathie holistique que la matière d'un corps humain est somme toute inerte. Lorsqu'il est en vie, en tout cas, elle est animée d'un principe de vie
qui est un principe que l'on nomme le principe d'auto-guérison, ce que l'on voit notamment par le fait d'une blessure, d'une petite coupure, d'une brûlure, d'une fracture, que le corps va réussir à auto-guérir par lui-même, sans que, même si on y apporte quelques aides extérieures, en tout cas, la guérison se fait par elle-même. Je repensais également à la problématique des papillomavirus chez de nombreuses jeunes femmes, où on constate qu'il y a effectivement une problématique de ce type, mais on sait que dans les 6 mois, l'année qui vient, en général, le corps va s'auto-guérir par lui-même. Donc cette force-là, c'est vraiment ce qu'on appelle la force d'auto-guérison. Et c'est ce qui constitue ce principe fondamental qu'est le vitalisme, la vitalité dont dispose une personne. Troisième grand principe, l'humorisme. Alors ça n'a rien à voir avec l'humour, mais ça a à voir avec la qualité des humeurs qui composent notre corps d'humain. Il faut savoir que le corps humain est composé à peu près à 70-71% de liquide, incluant bien sûr le sérum physiologique, le liquide interstitiel, la lymphe, le sang bien évidemment, et que donc c'est une énorme partie de nous qui est composée de liquide organique. Selon la pureté, la qualité, la fluidité de ces liquides ou au contraire la stagnation, on va avoir effectivement une influence très importante pour nous en naturopathie holistique sur la santé de la personne. Quatrième principe fondamental, le causalisme. On est loin avec la naturopathie holistique, on est loin d'une médecine symptomatique. On va évidemment veiller à prendre soin des symptômes que la personne nous présente lorsqu'elle vient consulter, mais on ne s'occupe pas que du symptôme. Ce qui nous intéresse particulièrement, et c'est là où notre métier est vraiment passionnant, parce qu'on est comme des détectives à la recherche véritablement de ce qui peut avoir causé en réalité ce problème ou ce déséquilibre. La médecine hippocratique, Hippocrate étant le père vraiment très ancien de la naturopathie, Hippocrate disait à l'époque, lorsque vous rencontrez un patient, si vous voulez être un bon médecin, trouvez la cause de son déséquilibre et traitez-la. Si vous voulez être un excellent médecin, trouvez la cause de son déséquilibre et traitez-la. Et si vous voulez être enfin un excellent et authentique thérapeute, alors trouvez la cause de son déséquilibre et traitez-la. Donc c'est ce à quoi on va s'appliquer, bien sûr, en naturopathie, de trouver la cause de la cause, c'est vraiment le mot d'ordre. Et bien évidemment, au-delà des problématiques physiques et organiques, on va investiguer sur le vécu de la personne, son histoire, les éventuels traumatismes, chocs, etc., qui peuvent avoir influencé en faveur de la santé ou au contraire en faveur de la maladie. Cinquième principe fondamental, et le dernier, je vous rassure, l'individualisme. Il n'y a pas de recette miracle, on ne peut pas imprimer un formulaire de programme d'hygiène vitale naturopathique et le distribuer, l'envoyer sur les boîtes mail de tout le monde. Ça ne fonctionne pas comme ça, c'est vraiment totalement unique, personnel et individuel en fonction de qui l'on a face à nous. On va vraiment spécifier des choses et d'un programme d'hygiène vitale à l'autre, entre deux patients, il va y avoir des différences importantes, mais bien sûr toujours en s'occupant de traiter et d'améliorer son terrain le plus possible et de trouver la fameuse cause de la cause de la cause. Une séance de naturopathie, en quelques mots, comment ça se passe? Eh bien, il y a d'abord un premier temps, ce que nous appelons, nous naturopathes, l'anamnèse. L'anamnèse comprend une série de questions, une partie d'entretien en réalité avec le patient, où on va s'interroger sur son hérédité, sur son parcours, santé ou maladie, sur les opérations qu'il a pu subir, sur les changements de vie, de climat, de profession, etc., qui ont pu intervenir. En tout cas, quelque chose qui concerne véritablement le plan physique et les grands systèmes, bien sûr, de son corps, pour pouvoir évaluer en fait où il en est et s'il a été plutôt en bonne santé ou au contraire s'il y a déjà beaucoup de pathologies qui se sont accumulées au fil du temps. Deuxième chose, on va évidemment s'intéresser énormément à son terrain. Qu'est-ce que c'est que son terrain? C'est une combinaison à la fois de l'hérédité, donc de la constitution qu'il a reçue par la naissance, et puis de ce qu'il en a fait au cours du temps. C'est ce qu'on appelle sa condition.
ce qu'on appelle également parfois les diathèses, c'est-à-dire l'état de son terrain à un moment donné de sa vie, sachant que ça va être bien sûr évolutif en fonction d'un grand nombre de facteurs qui peuvent impacter bien sûr sur tous les plans de sa vie. Et c'est ça qui nous intéresse et qui nous occupe particulièrement. Ensuite, on va avoir un temps pour palper le patient et regarder un certain nombre de choses, notamment son visage, la structure osseuse, les mains, les empreintes digitales, l'iris notamment, en iridologie, l'étude de l'iris au niveau de l'œil. Beaucoup de choses que l'on va détailler comme ça et qui vont nous permettre effectivement de faire un bilan plus spécifique qui met en relief quel est le tempérament de cette personne. Tout d'abord, est-ce que c'est quelqu'un qui, au fil du temps, va plutôt vers la dilatation, c'est vraiment quelque chose d'important dans les deux grandes constitutions naturopathiques. On a effectivement les terrains qui ont tendance avec le temps à se dilater et puis les terrains qui, avec le temps, ont tendance à se rétracter. Ça, ce sont les deux grandes constitutions de base en naturopathie. Et puis, bien sûr, après, il y a beaucoup de finesse et de détails, de plus en plus vers la dilatation ou de plus en plus vers la rétraction, évidemment, que l'on va observer. Et puis, il y a bien sûr pendant l'entretien également une écoute importante de son vécu. Il y a énormément de conséquences et d'impacts de l'émotionnel, du plan psychique et du plan spirituel qui retentissent en réalité sur la santé de l'humain. Ça marche dans les deux sens. Plus son corps est en bonne santé, plus son humeur, son caractère, sa vivacité d'esprit, son système nerveux a tendance à bien fonctionner. Et l'inverse est vrai. Plus il est contrarié, en prise à des conflits, que ce soit sur le plan privé ou le plan professionnel, ou des difficultés d'ordre financier ou de chômage ou de toute autre chose qui peut impacter son quotidien, évidemment, cela a aussi des répercussions sur son niveau de santé et sur son équilibre général. Une fois que l'on a fait donc l'anamnèse, qu'on a étudié le bilan, la constitution, l'évolution et qu'on a pris un temps pour la palpation et évaluer effectivement les indices de vitalité, le taux de vitalité de cette personne, alors il nous revient ensuite, en tant que naturo, de rédiger ce que nous appelons un programme d'hygiène vitale et qui va être, lui, totalement individualisé, spécifique, unique à cette personne, avec des recommandations sur le plan alimentaire, sur le plan du rythme et de l'hygiène de vie de manière générale, des apports également et des conseils sur le plan de l'activité physique, du sport pour éviter la sédentarité et également de 10 autres, en total de 10 techniques naturaux qui incluent donc les 3 premières, l'hygiène alimentaire, l'hygiène du système nerveux et du rythme et l'activité physique pour éviter la sédentarité, et puis d'une dizaine d'autres techniques qui incluent notamment la phyto, la réflexologie, le massage, les techniques respiratoires, les soins par l'eau, l'hydrothérapie, etc., etc. Elles sont au nombre de 10 et même un peu plus d'ailleurs selon les formations spécifiques de tel ou tel naturo que vous pouvez éventuellement consulter. Alors à qui s'adresse la naturopathie? Eh bien, à tout le monde et à tout âge. Ça, c'est la bonne nouvelle. On a effectivement, pendant la grossesse, pour les femmes enceintes, à part pour les grossesses à risque et suivies de manière médicale, beaucoup d'apports possibles par le biais de la naturopathie pour aider évidemment à éviter un certain nombre de carences, pour pouvoir atténuer les petits problèmes liés à la grossesse et à la dominance de la progestérone pendant la grossesse, c'est-à-dire les nausées du début de grossesse ou bien des petites douleurs dorsales vers la fin, quelques difficultés digestives ou problèmes de sommeil, etc. etc. On consulte également souvent les enfants. Alors, ce sont les parents qui les amènent, évidemment, mais quelle que soit la problématique de l'enfant, des problèmes ORL, à une instabilité effectivement sur le plan du système nerveux, on voit beaucoup d'enfants qui ont ce qu'on appelle des troubles du déficit de l'attention également en naturopathie, et puis pas mal de problématiques du sommeil ou des problèmes de peau, d'asthme, etc. De petites choses qu'on peut vraiment énormément aider. Voilà, 30 ans que je suis installée en naturo et croyez-moi, les résultats sont vraiment très impressionnants.
Bien sûr, les adultes, et particulièrement les adultes qui somatisent à cause du stress. Donc vous imaginez, ça fait beaucoup de monde. Sous l'effet du stress, il y a des zones de somatisation à tous les endroits du corps, mais particulièrement le digestif, le sommeil, l'anxiété, le système nerveux, bien évidemment. On a également pas mal de personnes âgées qui consultent, particulièrement dans le contexte Covid également, parce qu'elles craignaient par rapport à leur défense immunitaire, donc pour aider effectivement à veiller à compenser les éventuelles carences ou surcharges de leur terrain et pouvoir augmenter de manière naturelle leur vitalité et améliorer bien sûr leur immunité, surtout dans des contextes comme celui dans lequel nous sommes. Tous les curieux qui aiment comprendre, ça c'est vraiment un objectif important des personnes qui consultent en naturo, puisque je vous l'ai dit juste à l'instant, c'est vraiment une participation active des patients qui va être demandée pour que nos conseils naturaux soient mis en place. Si ce sont des personnes qui veulent effectivement uniquement une réponse symptomatique et qui n'ont pas l'énergie ou la capacité de pouvoir mettre en place un certain nombre de changements dans leur vie, alors ce n'est pas vraiment intéressant de consulter en naturo parce qu'on va effectivement les inviter à amener pas mal de modifications dans leur hygiène de vie, l'hygiène du rythme, etc. Et il faut qu'ils soient pleinement d'accord pour pouvoir le faire et le mettre en place. Évidemment, seuls les professionnels qui ont été formés à la naturopathie peuvent réaliser un véritable bilan naturopathique et fournir un programme d'hygiène vitale digne de ce nom. Et les différentes grandes écoles de naturopathie exigent pour cela qu'il y ait un minimum de 1200 heures, donc de 4 années d'études et un minimum de 1200 heures de formation, ce qui me paraît effectivement nécessaire pour que ce soit un accompagnement sérieux et intègre. Quels sont les risques et les contre-indications, bien évidemment, aussi, de la naturopathie? Alors, sont exclus pour l'accompagnement naturopathique, en tout cas seul, un certain nombre de choses, toutes les maladies graves, toutes les pathologies qui sont réservées à l'urgence médicale et à l'accompagnement médical. Nous pouvons effectivement, dans certaines pathologies, même parfois lourdes, apporter un confort et un accompagnement par les massages, par la relaxation, par la détente, mais c'est plus un confort que véritablement une activité de soins. Donc les graves maladies lésionnelles et dégénératives sont réservées à la médecine d'urgence. Les lourds traumas suite d'accidents ou urgences chirurgicales, bien sûr, le sont également. Les addictions qui menacent la vie, les grands problèmes d'alcool ou d'addiction à la drogue, autre chose, sont évidemment exclus pour nous. Les grossesses à risque qui exigent un suivi médical sont exclus également. Les grands malades qui sont tellement épuisés qu'ils ne disposent plus de vitalité suffisante pour qu'on puisse espérer solliciter leur force d'auto-guérison sont exclus aussi pour la naturopathie. Et bien sûr, je le disais tout à l'heure, les personnes qui ne veulent qu'avaler un comprimé ou un médicament et ne rien savoir du tout d'éventuels changements de leur alimentation. On sait que les Français aiment beaucoup un certain nombre d'aliments et que parfois toucher à leur assiette, c'est quand même prendre des risques. Les indications maintenant de la naturo, eh bien, c'est tout le reste. Bien évidemment, les petits soucis, les soucis de santé, sans urgence en tout cas, même qu'ils soient ponctuels ou qu'ils soient chroniques, tendance aux migraines, quelques cystites récidivantes, des mycoses aux pieds qui apparaissent, qui disparaissent et qui reviennent et qui gênent. Voilà, des petits soucis comme ça, il n'y a aucun problème. Là, on excelle dans ce genre de choses. Tous les troubles liés au stress, je vous le disais bien sûr, et notamment les personnes qui ont fait des tas de bilans sanguins, des colos, etc. Et on ne trouve rien. On leur dit, bah non, écoutez, ça doit être dans votre tête. Apparemment, il n'y a rien, mais eux continuent à avoir mal. Donc ça, c'est vraiment une grande partie, bien sûr, de notre patientèle. Les problèmes digestifs et toutes les intolérances alimentaires avec aujourd'hui la folie du sans gluten, des maladies cœliaques, des intolérances au lactose que l'on voit de plus en plus, ça c'est une grande partie aussi de notre patientèle.
tous les troubles liés au système nerveux et particulièrement les troubles d'angoisse, d'anxiété ou de problématiques liées au sommeil, que l'on voit beaucoup aussi et que l'on peut vraiment accompagner de manière très intéressante. Et bien sûr, les personnes qui vivent des périodes de changement et qui sont sollicitées dans leur faculté d'adaptation de manière importante. Je pense à des périodes de séparation, de divorce, de mise au chômage, de deuil, bien évidemment, qui sollicitent beaucoup la personne sur tous les plans et que l'on va pouvoir aider, bien sûr, de manière importante également. Les fluctuations du poids, c'est aussi un motif de consultation assez fréquent, ainsi que les baisses de morale. Alors, il ne s'agit pas des grosses, grandes dépressions qui sont prises en charge par le corps médical, mais bien évidemment des déprimes passagères, des déprimes légères, des déprimes liées au manque de luminosité, particulièrement en automne ou en hiver, lorsqu'il y a peu de soleil ou dans les périodes, effectivement, où la météo ne nous est pas particulièrement favorable. Et puis, une énorme partie de la clientèle aussi concerne les personnes qui manquent de confiance en elles, qui ont subi des situations de harcèlement, qui subissent des pressions énormes sur le plan professionnel ou au privé, des situations très compliquées, des situations de vie très compliquées. Ça, c'est aussi une grande partie de notre clientèle. Et évidemment, le symptôme numéro 1 qui peut recouvrir mille et une choses derrière ça, la fatigue. Quels sont les bienfaits de la naturopathie holistique? Eh bien, ils sont nombreux et je vais commencer par un qui m'intéresse beaucoup et qui fait que ce métier pour moi est extrêmement passionnant. Ce sont les personnes qui ont envie d'apprendre à mieux se connaître. À partir du moment où on a vécu une première séance de consultation en naturopathie, le patient découvre mille et une choses. D'abord, ils sont surpris des questions qu'on leur pose, qui sont parfois étranges et extrêmement intimes et personnelles, bien évidemment, mais ce qui est important, c'est d'apprendre, que la personne va pouvoir apprendre à la suite des consultations et des mises en lumière, des prises de conscience qui auront lieu pendant la consultation. La personne prend conscience de ses besoins, de ce qui est bon pour elle, de ce qui est moins bon pour elle, des aliments qui sont amis, des aliments qui sont ennemis, des forces qu'elle a de manière constitutionnelle ou conditionnelle avec lesquelles elle est arrivée dans la vie et sur lesquelles on va s'appuyer, bien sûr, et puis des systèmes qui sont plus sensibles, plus fragiles, liés à l'hérédité ou pas d'ailleurs, et que l'on a besoin bien sûr de sponsoriser pour que la personne conserve sa santé le plus et le mieux possible. On va bien sûr amener et aider le patient à sélectionner au niveau alimentaire un certain nombre de choses qui sont favorables à sa santé et favorables à la pureté de ses humeurs et d'autres qui sont fortement défavorables et c'est pas toujours pour leur plaire, vous allez le voir tout à l'heure. Découvrir son potentiel, ses forces et ses faiblesses, c'est évidemment aussi pour moi extrêmement intéressant et pertinent. Évaluer les carences et les surcharges qui se sont mises en place au cours des années, ce qu'on appelle l'évaluation de l'état des émonctoires, c'est-à-dire des grands systèmes qui permettent de débarrasser notre corps de tout ce qui le pollue et de voir s'ils sont très actifs, si on arrive à bien s'auto-nettoyer, à se dépolluer, à se détoxifier facilement, ou au contraire, si les émonctoires sont très en panne et que l'on s'encrasse au fur et à mesure, justement parce que les émonctoires ont besoin d'être aidés et sollicités de manière naturelle. Améliorer notre mode de vie, notre rythme également, c'est vraiment souvent quelque chose d'important, surtout à une époque où le stress est devenu une problématique majeure pour quasiment tout le monde. Qui n'est pas soumis à des pressions? C'est devenu vraiment très rare aujourd'hui. Booster le terrain de la personne, augmenter sa vitalité, les sources de contact avec la nature, ce qui va pouvoir le recharger, l'aider à se déstresser, à décompresser. Ça, c'est très important. Et donc, comment on va pouvoir l'aider à gagner en énergie avec des tas de techniques, dont les fameuses 10 techniques dont je vous ai parlé tout à l'heure, par les plantes, par les aimants, par le massage, par les huiles essentielles, par la réflexologie, etc. Également, les bienfaits, c'est de pouvoir augmenter
vraiment de manière intéressante notre immunité, nos défenses immunitaires. Il faut savoir que notre système immunitaire est très lié à la qualité et à la force de notre système glandulaire et à la force également de notre système nerveux. C'est ce qu'on appelle notamment les risques d'immunodépression et en naturo ce qu'on appelle le danger d'aboulie. C'est-à-dire que parfois un de ces trois systèmes s'effondre et il entraîne les deux autres avec lui, ce qu'on appelle les problématiques d'immunodépression, effectivement, où le système glandulaire et le système nerveux sont fortement affaiblis eux aussi. Apprendre à améliorer et à assainir notre flore intestinale. Aujourd'hui, il y a pléthore de livres, d'articles qui nous parlent et nous reparlent de l'importance de notre écosystème intestinal. Et c'est effectivement un point central au cœur de notre programme d'hygiène vitale en naturopathie. Mieux gérer le stress, on l'a vu tout à l'heure, avec des techniques de respiration, de sophro, de relaxation, de méditation, mille et une technique que l'on a à notre disposition et on va chercher avec le patient ce qui lui convient le mieux et ce qu'il va prendre le temps de faire, même s'il est terriblement stressé, parce qu'il faut souvent que les patients attendent souvent et espèrent souvent apprendre à se relaxer, mais de manière rapide, parce qu'ils n'ont pas le temps. Donc ça, c'est quand même un défi que j'aime relever et qui me passionne aussi. Diminuer les risques d'invalidation et embellir et rajeunir malgré l'avancée en âge, c'est un défi aussi que j'aime relever grâce aux antioxydants, aux aliments fortement vitalisants, au contact avec la nature qui peuvent être aussi, quand on les connaît, très vitalisants pour le corps et la capacité à désacidifier, à garder la souplesse du corps jusqu'à un âge avancé. L'idéal n'étant pas de vivre le plus longtemps possible, mais de vivre le plus longtemps possible dans le meilleur état de santé possible. Bien évidemment, il faut conjuguer les deux ensemble. Améliorer l'humeur, le tonus, le moral des troupes, c'est vraiment aussi un axe important en naturopathie puisqu'on constate sur le terrain qu'en améliorant l'hygiène de vie des patients, en l'espace de 3 mois de temps, on a une amélioration de 20 à 60% de leur morale, de leur humeur, de leur caractère et de leur gestion du stress et des conflits autour d'eux. Donc ça, pour moi, c'est précieux également. Alors, l'efficacité a-t-elle été démontrée? Eh bien, regardons un peu l'historique un peu de la naturo et les expériences qui ont confirmé effectivement que c'est une technique et une médecine naturelle valide. Tout d'abord, la naturopathie holistique a été définie et confirmée comme étant la 3e médecine naturelle au monde par l'OMS, l'Organisme mondial de la santé, après la médecine ayurvédique, qui est la médecine traditionnelle de l'Inde, et la médecine chinoise, qui est assez connue, elle également. C'est une médecine qui est présente depuis plus de 8000 ans et qu'on retrouve en naturopathie, qui regroupe en fait une vaste synthèse de toutes ces techniques naturelles utilisées depuis 8000 ans avant notre ère, avant le Christ. Et ça, c'est déjà aussi la preuve que si ça dure aussi longtemps et si ça perdure à travers le temps, qu'il y a effectivement des bienfaits qui sont constatés. La naturo regroupe toutes les bases, bien sûr, de toutes les grandes médecines traditionnelles de par le monde, qui ont tous en commun, tout en commun, de se souvenir, bien sûr, que tout est lié et qui s'occupent à la fois du corps, mais du corps et de la vie du cœur également, et également de la vie de l'âme. Donc c'est ce qui est le point commun avec toutes les grandes médecines naturelles et bien sûr au centre de la naturopathie holistique. Hippocrate en est le père, je vous le disais au début de ce petit entretien. C'est lui qui a dit que ton aliment soit ta première médecine et c'est également lui qui a dit ce fameux tolle causam, c'est-à-dire occupe-toi de la cause, de la cause, de la cause. Donc tout vraiment a été rassemblé sur les bases de la naturo par Hippocrate et bien sûr ça a été revu et spécialisé, magnifié, embelli, je sais comment dire, au fur et à mesure du temps par un certain nombre de personnages. De l'Antiquité jusqu'au XVIIe siècle, c'est vraiment la médecine de base, en fait, qui est le point commun de toutes les médecines communes à tous, qui prend soin notamment du terrain et qui évolue bien évidemment sous le regard et avec l'aide de la science. On a également un personnage important qui est une sainte, qui s'appelle Sainte Hildegarde de Bingen, qui est une abbesse du XIIe siècle, qui a
qui est vraiment aussi une des grandes mères de la naturopathie holistique, puisqu'elle a écrit énormément sur l'importance des différents aliments, des humeurs dans le corps, de la phytothérapie. Elle a beaucoup étudié aussi la science des pierres précieuses et des cristaux, avec des confirmations aujourd'hui scientifiques de tout ce qu'elle a dit à l'époque, au XIIe siècle, alors que la science ne permettait pas, bien sûr, à ce moment-là, de le prouver. Donc vraiment une littérature absolument fabuleuse et un personnage haut en couleur pour nous autres naturaux. Nous avons ensuite Paul Carton, qui est un homme important, qui a beaucoup renouvelé et développé en réalité les différents tempéraments qu'avait édité Hippocrate à l'époque, et il les a définis notamment par 4 tempéraments de base qui sont le tempérament sanguin, le tempérament bilieux, le tempérament nerveux et le tempérament lymphatique, ce que l'on a développé encore par la suite avec le professeur Marchesseau. Vous voyez ici que là, on se rapproche, 1935 et 1994, qui a vraiment mis au point et développé de manière merveilleuse la naturopathie sous sa forme holistique, en affinant les 4 tempéraments de base d'Hippocrate, tels qu'on les utilise aujourd'hui de manière encore plus affinée en naturopathie holistique. Et puis, on a bien sûr le docteur Kousmine et le professeur Seignalé, qui sont 2 noms importants, notamment qui ont beaucoup œuvré pour faire comprendre et mettre en relief et prouver l'importance de l'écosystème intestinal, de la flore intestinale, nos intestins, notre deuxième cerveau, et l'impact de la flore intestinale et ses conséquences, même dans les pathologies lourdes telles que le cancer et les maladies auto-immunes. Donc ça, ce sont des ouvrages, il y a beaucoup de livres écrits bien sûr, et c'est très important, très intéressant. Et puis, pour la naturopathie, on a bien évidemment la création de l'association de l'Omnes, O-M-N-E-S, en 1981, qui est donc l'organisation de la médecine naturelle et de l'éducation sanitaire, qui est vraiment un gage de professionnalisme et d'éthique pour les naturaux. Je suis moi-même naturo et certifiée par la FENA, dont je vais vous parler dans une minute, et membre de l'Omnes. C'est un gage d'éthique, puisqu'il faut fournir un casier judiciaire vierge, il faut fournir tous les diplômes, il faut certifier d'avoir eu minimum 1200 heures de formation, voire bien sûr d'autres formations complémentaires, et d'être déclaré en règle auprès de l'URSSAF, etc., des organismes officiels, ce qui est une preuve de sérieux, bien évidemment, importante et fondamentale pour la naturo et pour qu'elle soit reconnue de plus en plus sur le plan national et sur le plan international. Un certain nombre de personnes s'occupent de ça et s'en sont beaucoup occupées. C'est notamment le cas de Daniel Kieffer, dont je vais vous parler tout de suite, qui a été le président de la FENAMAN, qui a été créée en 1985 et qui est devenue la FENA depuis quelques années. Donc la Fédération française qui regroupe les grandes écoles de naturopathie et qui est aussi, bien sûr, qui atteste du sérieux et de la qualité de formation, bien sûr, des thérapeutes lorsqu'ils sont confirmés, certifiés par la FENA, et d'autant plus lorsqu'ils sont également membres de l'Omnes. Monsieur Daniel Kieffer a été donc président de la FENAMAN pendant des années. Il est aujourd'hui vice-président de la FENA. Il a énormément fait pour faire évoluer et faire reconnaître la naturopathie, puisqu'il est expert auprès du Parlement européen dans ce sens et dans cette démarche. Il a écrit de nombreux ouvrages. J'ai la chance d'avoir été formée dans son collège, qui est le collège Senato, qu'il a créé en 1981 à Paris, et dans lequel j'enseigne également depuis plus de 30 ans. Et c'est vraiment une expérience formidable. Donc voilà, je lui rends hommage aussi au passage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a apporté. Et nous allons passer maintenant, si vous le souhaitez, à un petit moment pratique avec un patient volontaire pour que vous puissiez voir de manière plus précise encore comment se déroule une consultation naturopathique. Merci de votre écoute et peut-être à bientôt. Nous avons terminé l'anamnèse avec ma charmante patiente volontaire, et il y a un certain nombre de choses effectivement qui se sont mises en relief,
notamment un terrain qui est quand même plutôt en acidose, puisque madame vient consulter pour une problématique de douleur, à la fois au niveau du dos, mais un petit peu au niveau articulaire également. Et donc, on a pris le temps de regarder une journée type au niveau alimentaire, d'évaluer un peu son niveau d'énergie, son sommeil et les grands systèmes. Et à la lumière de ça, maintenant, pour confirmer par le corps qui ne ment jamais, lui, je vais prendre un temps de palpation pour justement mettre en relief quelle est un peu la constitution, quelle est sa condition, quels sont les indices de vitalité qui sont nombreux ici. Et bien évidemment, ensuite, je reprendrai un temps avec vous pour donner quelques pistes de travail et de modification, bien sûr, de l'hygiène de vie en faveur de sa santé. Maintenant, on va regarder effectivement le type de constitution de madame et également certains indices de vitalité qui nous intéressent puisque ça va être les points forts sur lesquels on va s'appuyer pour stimuler son terrain et pouvoir compenser d'éventuels systèmes qu'on a vus en le détaillant qui sont un petit peu plus problématiques. Donc déjà au niveau de la constitution, vous ne pouvez pas vraiment vous le voir à cause des masques, mais madame a vraiment le visage qui rentre dans un cadre plutôt rectangulaire avec un petit affinement du bas du visage, ce qu'on appelle plutôt dans le mode de la rétraction, donc dans les constitutions naturaux, c'est plutôt du côté des neuroarthritiques que du côté de la pléthore et de la dilatation, hein, comme on pourrait avoir aussi. Et le cadre du visage qui rentre comme ça dans un rectangle avec le menton un peu affiné, c'est ce qu'on appelle le terrain respiratoire. Donc, c'est une toute petite rétraction par rapport à l'idéal qui est le cadre musculaire qui rentre dans un parfait rectangle au niveau du visage et c'est un terrain qui gagne à être en plein air, à être en contact avec la nature, à faire beaucoup de sport, à beaucoup s'oxygéner parce que c'est ça qui va lui permettre de maintenir un très bon niveau d'énergie. Ensuite, au niveau des constitutions, on peut regarder un certain nombre de choses également, notamment la forme du crâne. Ici, on a différentes constitutions en naturopathie et on peut remarquer que soit parfois c'est le front qui est très grand avec une implantation des cheveux qui est assez reculée, donc on a un grand espace entre les sourcils et l'implantation des cheveux, auquel cas ce serait un type plutôt qu'on appelle hypophysaire. Ici, quand j'ai fait la palpation, au niveau de l'arrière et au niveau de la puissance de la nuque, ici, on n'a pas une puissance de nuque énorme comme on aurait sur quelqu'un qui est sur une dominante, un type surrénalien. On est plutôt sur une largeur, ici, du crâne en hauteur, et ce qu'on appelle un type thyroïdien, ce qui donne plutôt une constitution de quelqu'un qui va être très en lien avec ses émotions et avec l'affectif, et dont la santé peut être influencée beaucoup par ce domaine, effectivement, dans sa vie. D'autres signes de constitution, des pieds qui sont bien implantés, assez larges, une très bonne constitution, bien accrochée au sol. Et par contre, une constitution au niveau des mains qui est beaucoup plus fine, avec ici des mains qui sont un peu fraîches au niveau des doigts. Une paume qui est colorée mais qui est plutôt sèche, donc un tempérament bilieux, c'est comme ça qu'on va l'appeler en naturo. Bilieux mais suivi de très près par le tempérament nerveux parce que les doigts sont un petit peu noués, assez cintrés quand même au-dessus. On voit pas mal les cordes ici également. Ils sont longs mais assez fins. Et donc un tempérament bilieux suivi de très près par le tempérament nerveux. Donc ce qui contraste avec les pieds où on a une constitution qui est beaucoup plus forte au niveau des pieds et une finesse ici, donc ce qui va donner la complexité effectivement et une complémentarité aussi dans votre terrain. Parmi les indices de vitalité, vous pouvez le voir, des sourcils absolument magnifiques, puissants, bien fournis jusqu'au bout, qui signent effectivement une grande force glandulaire et une grande vitalité, une très bonne constitution de départ. Des oreilles, on regarde la taille des oreilles, plus les oreilles sont bien dessinées et le lobe est quand même important ici. Elles ne sont pas immenses comme les oreilles des grands-pères, parfois avec des grands lobes, vous savez, mais elles sont vraiment de belle taille déjà. Et puis, donc ça, c'est un signe de bonne constitution. Et puis, la dureté, en fait, du cartilage qui nous donne une idée de la minéralisation de votre terrain également, puisque par rapport à la problématique qu'on a décelée, qui est un terrain qui est quand même acidifié et très acidifié par le stress. On a vu qu'il y avait des douleurs au niveau du dos, au niveau de certaines articulations. Et donc ça, c'est souvent lié effectivement à un terrain qui s'acidifie, qui se rétracte un petit peu, qui est mis sous tension et qui va être très sensible
par rapport au stress également. Donc on a vu la qualité des cheveux, on a regardé la qualité des ongles, ils sont peu striés et rainurés, ce qui veut dire que il y a un peu d'acidification du terrain, mais ce n'est pas énorme, sinon ils auraient tous des stries longitudinales où ils seraient cassants, où vous perdriez vos cheveux, vos cils, etc. Les indices de vitalité sont en lien aussi avec le tempérament chaud ou froid, donc vous n'êtes pas quelqu'un de frileux, ce qui signe une bonne vitalité, mais par contre on voit le côté nerveux qui vient piquer quand même derrière, puisque les extrémités, elles sont froides au niveau des mains et des pieds, alors que le reste du corps est chaud. Donc ça, c'est vraiment beaucoup plus directement lié au système nerveux. On a également pu prendre le temps de regarder un peu l'iris tout à l'heure, avec la lampe d'iridologie, et de pouvoir détecter dans la couleur de l'œil qu'il y avait effectivement une très bonne constitution, mais pas mal d'imprégnation de stress, et des choses à voir aussi sur le plan digestif de manière générale qui pourraient être améliorées puisqu'on a une coloration qui vient couvrir autour de la pupille centrale et qui signe pour nous que l'intestin pourrait être amélioré par rapport à ce qu'il est là actuellement. Pour le reste, une très bonne vitalité. On a regardé donc la journée type pour voir s'il y avait de la triche, s'il y avait du café, s'il y avait des dopants, du tabac, mais ce n'est pas le cas à part éventuellement un peu de café. Donc voilà les différentes palpations qu'on peut faire. J'ai regardé également à la loupe les empreintes digitales. Donc ça, ce sont les constitutions liées aux empreintes digitales. Elles sont uniques à chacun, ce qui permet de nous identifier bien évidemment. Et on a 4 types d'empreintes possibles. Et ici, dans ce cas, on a 7 doigts qui portent une empreinte de doigt mobile, donc une empreinte digitale qu'on reconnaît particulièrement pour ça. Une empreinte sédentaire, une empreinte réalisatrice et une empreinte nerveuse. Donc on a vraiment une majorité en fait comme on retrouve au niveau du crâne, de sensibilité à l'émotion, à la relation, au contact avec les autres, etc. Souvent on choisit d'ailleurs des métiers qui sont en lien avec ça. Et on a également une complémentarité et un peu de tout. Donc une personnalité qui est assez complète et ça c'est vraiment très chouette également. On a regardé aussi dans les indices de vitalité la puissance des râbles, c'est-à-dire au niveau des reins. La puissance ici de cette musculature, elle est tonique. La puissance des muscles lorsqu'ils sont simplement au repos, qui est quand même assez ferme, un corps qui est assez chaud. Donc on a beaucoup d'indices de vitalité importants ici, en plus de votre jeune âge, bien évidemment, qui permettent effectivement, si on met un programme d'hygiène vitale en place, que rapidement, vous puissiez avoir, par rapport aux douleurs, etc., une amélioration vraiment assez rapide. Donc nous avons effectivement posé pas mal de questions pendant l'anamnèse, j'ai eu les réponses que je souhaitais, nous avons pris le temps de palpation pour étudier les indices de vitalité, etc., et la constitution, la condition de madame. Alors maintenant, vient le temps de ce fameux programme d'hygiène vitale, absolument individuel, unique et personnalisé, bien sûr, pour vous. Donc par rapport à ce que j'ai pu remarquer. Le programme d'hygiène vitale se base évidemment sur une hygiène alimentaire, certaines modifications peut-être d'aliments qui sont moins intéressants que d'autres, et puis une hygiène du rythme et de prendre soin du système nerveux, et une hygiène effectivement sportive, physique, pour éviter la sédentarité. Donc déjà, premier axe au niveau de l'alimentation, nous avons pris le temps d'avoir une journée complète type de madame, donc je sais ce qu'elle prend, ce qu'elle mange, ce qu'elle boit du matin au soir. Première chose ici par rapport à votre terrain, quand même un petit peu acidifié, et les douleurs qui vous amènent à consulter, c'est de boire plus d'eau, faiblement minéralisée si possible, pour que vraiment ça permette de laver le corps et d'aider les reins notamment, qui sont l'émonctoire principal, à éliminer les acides qui peuvent stagner et perturber, acidifier le terrain un peu à la fois. Et puis parce que le fait de diluer en buvant plus d'eau et probablement donc soit des eaux faiblement minéralisées et puis également quelques infusions de plantes qui pourraient être très intéressantes. Il suffit de se procurer un thermos d'1 litre et de pouvoir mettre en place, de préparer pour la journée une tisane par exemple verveine qui pourrait être très intéressante à la fois sur le digestif mais aussi sur la régulation du système nerveux
et une plante vraiment qui a de nombreux effets à tous les niveaux du corps, hein, aussi bien sur l'estomac, le foie, la vésicule, l'immunité même, le cycle, enfin bref. Donc c'est une plante vraiment formidable et qui sera intéressante pour vous. Ce que je mettrais aussi, c'est peut-être un peu d'infusion de reine des prés, qui est une plante, qui est la grande plante de l'acide urique, donc une plante d'élimination des acides qui viennent titiller et enflammer un peu les tissus, les articulations, et qui est une plante assez douce qu'on peut prendre, en tout cas avec votre vitalité, quasiment en toute saison. Donc ça pose aucun problème et qui est plutôt agréable en plus à boire. Voilà, 2 exemples de plantes qui pourraient être intéressantes à prendre régulièrement. Le fait de boire chaud va contribuer aussi à détendre votre corps et à favoriser effectivement une certaine détente et relaxation du système nerveux, ce qui est plutôt intéressant ici sur votre terrain. Évidemment, les cafés ne sont pas vraiment vos amis. Hein. Tout à l'heure dans les vidéos, j'ai sauté un point d'ailleurs sur nos péchés pas mignons. Hein, souvent les patients disent « Ah oui, j'aime bien un petit chocolat avec le café, on n'a pas trop vu, mais je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de sucré dans votre alimentation, pas beaucoup de laitage de vache, ni de charcuterie ou d'aliments comme ça qui peuvent être parfois plus compliqués au niveau digestif et facteurs d'acidification. Pas énormément de viande, vous n'êtes pas une grande carnivore non plus. Donc effectivement, de privilégier pour continuer à apporter des minéraux, de privilégier peut-être plus souvent le poisson, les crustacés et les fruits de mer, pour avoir un apport en calcium, en phosphore, etc. De manière très intéressante. Je ne sais pas si vous mangez des algues ou si vous en avez déjà mangé dans les japonais, restaurants japonais, etc. Mais c'est une source de minéraux extraordinaires, sans aucun encrassement. Alors, ce n'est pas une habitude culturelle chez nous en France, hein, mais alors que ça l'est beaucoup en Asie et au Japon. Et en même temps, on voit qu'eux ne développent pas beaucoup moins de problématiques de douleurs inflammatoires, articulaires, ostéo-articulaires que nous en Europe, alors qu'on consomme pourtant beaucoup de laitage, mais qu'au niveau de l'acidification, de l'ostéoporose, on est quand même les champions. Et donc, voilà, c'est compliqué. Alors que les algues, effectivement, sont très digestes, ont tendance à nettoyer l'intestin et à fournir un apport de minéraux tout à fait intéressant et tout à fait conséquent. On a ensuite, donc, plutôt éviter le café, peut-être essayer de le remplacer justement par les infusions chaudes ou d'en garder qu'un sur les deux, parce que sinon, ça vient effectivement solliciter et amener au corps la sensation d'une énergie qui n'est pas totalement réelle parce qu'elle est un peu artificiellement sponsorisée par la caféine et donc ça vient plutôt titiller et ennuyer le système nerveux que d'amener une bonne énergie vitale qui soit calme, posée et profonde dont on a en général tous besoin dans nos vies du quotidien. Ce que j'aimerais aussi pouvoir proposer de mettre en place au niveau alimentaire, c'est effectivement de veiller peut-être à ne pas manger trop tard pour ne pas encombrer le système digestif, le foie, l'intestin, avec un repas qui est pris trop près de l'heure du coucher. Ça pourrait être intéressant aussi. Et éventuellement, surtout à la bonne saison, de prendre le temps d'une balade, d'aller faire un tour de pâté de maison, d'aller marcher, d'aller se promener un peu, et d'avoir vraiment un sas de décompression entre la journée intense de stress quand même au boulot et puis la mise en place du sommeil, même si votre sommeil est bon et qu'il semble assez récupérateur quand même, et surtout sur votre terrain par rapport à votre constitution et votre tempérament, de veiller à rester dans des horaires de coucher assez tôt, pas trop tardif, et à se réveiller en pleine forme le lendemain matin. Pas trop tard non plus. Si vous inversiez vos rythmes naturels et d'origine, hein, de naissance, qui étaient effectivement lève-tôt, couche-tôt, si on inversait ça en devenant couche-tard, lève-tard, franchement, ce ne serait pas favorable au maintien de votre santé, au maintien de votre énergie générale. Indépendamment de l'alimentaire, donc voilà, on va faire attention au sucré, on va faire attention au soda, mais enfin tout ça, vous aviez déjà une assez bonne hygiène de vie, donc ça ne posait pas vraiment de problème. Il y a déjà des herbes, des épices, des aromates, donc ça c'est formidable au niveau digestif, bien sûr. Il y a une chose que je voudrais ajouter pour vous, c'est du cru. Pour moi, ça manque vraiment de crudité. Vous dites que c'est surtout l'été. En plus, vous habitiez dans le sud avant, donc vous aviez l'habitude de manger beaucoup de salades, d'aliments vivants, crus, plein de vitamines. Et c'est vrai que le fait d'être dans le nord, on a tendance, à cause du climat, à compenser avec une cuisine plus chaude. Mais même l'hiver, l'automne-l'hiver, c'est vraiment, vraiment indispensable, super important, d'avoir une crudité minimum, salade, crudité, jour minimum. Donc on va essayer vraiment de remettre ça en place, évidemment avec des huiles
vierge, première cuisson à froid, riche en oméga 3, 6. Et inclure aussi les poissons des mers froides, j'en parlais tout à l'heure par rapport aux oméga 3, 6, 9, qui sont importants aussi bien pour la santé que pour l'immunité, que pour la peau, que pour votre vitalité de manière générale. On pourrait ajouter éventuellement aussi des jus de légumes. Donc simplement une centrifugeuse et pouvoir avoir effectivement l'apport vitaminé et vivant en énergie, une énergie extraordinaire, un concentré d'énergie dans un petit verre. Soit de le mettre le matin, là c'est vraiment les champions de la super forme, les grands sportifs qui commencent avec un jus de légumes le matin. Bon, nous on n'a pas l'habitude, on est plutôt au banania, tartine Nutella, jus d'orange, yaourt, donc c'est plus compliqué. Mais c'est souvent aussi quelque chose qu'on doit changer. Vous, votre petit-déj était quand même assez correct, peut-être éviter les laitages animaux, préférez peut-être des laitages végétaux, il y a tellement de choix. Aujourd'hui, même en grande surface, c'est devenu assez facile. Mais en tout cas, il était quand même assez bon avec des céréales, avec des choses complètes. De privilégier bien sûr l'alimentation la plus bio possible, ingurgiter le moins de pesticides possible, ça ce serait assez formidable aussi. Et voilà, dans l'ensemble, au niveau alimentaire, il n'y a pas énormément d'autres choses à changer. Deuxième axe qui me paraît intéressant, aider à l'équilibre nerveux, puisqu'on a vu au niveau des constitutions et notamment au niveau de la main, que sur cette magnifique vitalité, on a quand même une main de milieu et puis des signes de nervosité. Et vous confirmez que sous état de stress, avec le rythme bien sûr du quotidien, il y a une augmentation, une aggravation des douleurs, c'est assez fréquent. Donc dans ces cas-là, ce qui serait intéressant de mettre en place, c'est effectivement l'eau chaude. Un bain chaud, pour ne pas y perdre de minéraux, on peut y mettre plusieurs belles poignées de sel marin, assez régulièrement, pour éviter que vous laissiez vos minéraux dans l'eau du bain, bien évidemment. Un bain à température du corps et un petit peu au-dessus, et de prendre le temps de s'y détendre, une dizaine à une vingtaine de minutes, sans que ça vous fatigue, pas au-delà, sinon ça peut fatiguer évidemment. On peut avoir également, bien sûr, le fait de poser une bouillotte sur le ventre, le foie et le ventre. Après un repas, va faciliter son travail, va aider effectivement à améliorer après le sommeil, l'état de la peau et éviter beaucoup d'encrassement. Il y a un certain nombre de techniques respiratoires qu'on pourrait voir ensemble lors d'une autre séance si vous le souhaitez éventuellement, et notamment la respiration relaxante qui consiste dans un schéma assez rapide à s'allonger, à prendre le temps de détendre le corps avant de vous endormir ou même assise dans un canapé, peu importe. Et on va prendre un temps d'inspire par exemple de 4 secondes, de 3 ou 4 secondes pour l'inspire. Puis on retient, évidemment c'est une respiration ventrale, basse, abdominale. On garde l'air pendant à peu près 4 secondes également. Et on va vider sur 6 ou 8. En réalité, le temps pour vider l'air correspond à la somme du temps de l'inspire et de la rétention. J'inspire sur 3 temps, je garde sur 3 temps, je vide sur 6. Ou j'inspire sur 4, je retiens sur 4, je vide sur 8. C'est une respiration qu'on utilise pour ramener le système nerveux au calme quand on sent qu'on est un peu speed dans le cours de la journée et qu'on a arrêté de respirer, qu'on a bloqué le diaphragme, que le ventre est tout noué, que les trapèzes commencent à se tendre aussi, qu'on est crispé, pour vraiment revenir à la détente. Et si on fait ne serait-ce que cette respiration comme ça, tranquille, même assis à son bureau, en laissant les yeux se fermer tranquillement, on va ramener effectivement le système nerveux dans une tranquillité, plutôt en parasympathique, au lieu du cravachage habituel qui est en orthosympathique la plupart du temps. Donc ça pourrait être une piste également. Et bien sûr, moi je vous inviterai, avec votre terrain très dynamique qui fait beaucoup de choses et c'est super, à pouvoir équilibrer ça avec des temps de repos, de détente, de ne rien faire, d'écouter de la musique. Et puis bien sûr, peut-être des clés de sophro, de relaxation. Il y a des sites, des applications aujourd'hui, c'est devenu très facile. Et je pense que ça pourrait être vraiment quelque chose qui vous équilibre à merveille. Enfin, troisième grand axe, le sport, la nature, on a vu tout de suite avec votre constitution, même la forme du visage en tant que tempérament respiratoire. Le fait d'être en contact avec la nature, prendre l'air, faire du sport, vous oxygéner, c'est très important. Donc vous êtes déjà très sportif, donc c'est formidable. C'est vrai que sur votre terrain, l'eau, le fait d'aller à la piscine, le fait de nager, le contact de l'eau, peut être vraiment très équilibrant sur un tempérament qui a tendance à vite monter un peu en pression quand il y a du stress. Ça va vraiment permettre, un peu comme une poêle chaude qu'on met dans l'eau fraîche et qui va
s'apaiser comme ça. Et bien sûr, le fait des promenades, de l'oxygénation, comme je disais, avant le sommeil ou de toute forme de sport. Moi, je ferais prudemment quand même, en tout cas le matin, ce serait très intéressant d'avoir un réveil énergétique, un peu de stretching, mais quelque chose d'assez doux pour pas cravacher le système nerveux tout de suite au réveil. Et par contre, en fin de journée, enfin dans le milieu de la journée, on peut avoir des trucs plus cardio, comme vous les aimez. Et d'éviter ça par contre le soir ou le matin, tôt, voilà, aux deux extrêmes, et de le faire plutôt dans le courant de la journée pour éviter de survolter trop le système nerveux. Voilà quelques pistes. Je pense que la danse aussi pourrait être intéressant. Il y a quelque chose de très gracieux dans votre personnalité, dans votre être de manière globale. Et on sent que ça a été très musclé et très dynamique. Voilà, on sent qu'il y a cette énergie qui est puissante, qui est très volontaire. Et je pense que ce serait intéressant de faire l'expérience de quelque chose qui est aussi dans le lâcher-prise, dans la rondeur, dans la souplesse et dans quelque chose qui est de l'ordre du gracieux. Ça pourrait vraiment apaiser beaucoup intérieurement et apporter un équilibre supplémentaire et une richesse supplémentaire à votre terrain qui dispose déjà de beaucoup d'atouts. Merci d'avoir été présent avec nous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Je tiens évidemment à vous rappeler que les quelques pistes bien succinctes, évidemment, et les conseils que je viens de donner à cette personne, à ma patiente volontaire, lui sont propres et ne sont pas du tout universels. Ils sont effectivement individualisés et correspondent à son terrain. Donc ne prenez pas tous ces conseils pour vous, ils ne vous correspondent peut-être pas. Et je me réjouis en tout cas d'avoir pu partager ma passion, la naturopathie, et vous faire découvrir comment se passe un entretien. Et j'espère peut-être à bientôt. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.